Les esprits de la nature, appelés aussi élémentaux, sont connus depuis les temps les plus anciens. Ils étaient respectés et vénérés par la plupart des gens qui voyaient en eux des sortes de divinités. Ils sont les esprits gardiens de la nature et veillent sur la croissance des animaux, des plantes et des minéraux. Ils composent la part spirituelle de la terre, des pierres, des forêts, des eaux, de l'air et du feu. Ils ne sont pas totalement invisibles, ils ont un corps fait de pure énergie, lumineux, ils se fondent avec l'environnement naturel qu'ils habitent, dont ils adoptent la forme et la couleur. Aujourd'hui, nous avons perdu notre relation avec le monde magique. L'homme pense que les esprits de la nature font partie des contes de fées et des légendes, ou bien qu'ils existent peut-être au fin fond des forêts profondes ou dans des lieux oubliés des hommes. Détrompez-vous, ces esprits peuvent bien réellement exister, mais avec des noms et des apparences bien différentes de celles que l'on nous a enseignées. Ces esprits de la nature ont été classifiés pour la première fois par Paracels, médecin, astrologue et philosophe du XVIe siècle, dans son exposé sur les nymphes, sylphes, pygmées, salamandres et tous les autres esprits. Selon Paracels, il y aurait 4 espèces de créatures à la fois hommes et esprits appelées des génies, ainsi que d'autres créatures difformes issues de ces derniers que nous verrons plus loin. On compte les génies des eaux, des génies des montagnes et de la terre, des génies du feu et des génies de l'air. Les génies sont comparables à l'homme, en tout point, hormis 3. Premièrement, ils n'ont pas le même habitat que nous. En d'autres termes, ils ne vivent pas dans le même élément et donc n'adoptent pas la même forme ni le même composé corporel que le nôtre. Deuxièmement, ils sont libres de la barrière de la matière, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer à travers la matière qui nous enclave, nous les hommes. Attention, on parle ici de matière et non d'éléments. Troisièmement, ils sont sans âme, ce qui font d'eux des êtres totalement différents des hommes. Car l'homme contient en lui corps, âme et esprit. Seule l'âme manque aux esprits des éléments. Nous ne traiterons pas plus ce dernier point adopté par Paracels, tout simplement car je n'ai pas plus d'infos pertinentes à ce sujet. Il est bon de savoir que ces esprits sont tout point comme l'homme, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leurs univers un peu comme nous vivons dans le nôtre. Ils se nourrissent et sont mortels. Ils confectionnent des choses, font des travaux dans leur habitat et peuvent se reproduire. Comme nous, ils ont une personnalité, on comprendra bien que certains peuvent donc être bienveillants envers l'homme, alors que d'autres malveillants et certains totalement ignorants à notre égard. Des êtres vivront en communauté alors que d'autres seront plutôt solitaires. Il va du fait que nous côtoyons que très rarement ces entités, car étant dans un élément différent, il est compliqué de pouvoir interagir avec eux. Ils sont pour nous comme une histoire fantastique et irréelle, ce que finalement nous sommes aussi pour eux. Voyez l'homme comme s'il était un être de l'air. L'air est notre vitalité dans laquelle on se déplace sans obstacle et qui nous tient en vie. Et comme Paracels le démontre, nous sommes comme le poisson dans l'eau. L'eau est sa vitalité qui le tient en vie et dans laquelle il se déplace sans obstacle. Les sylvestres, par exemple, qui sont des esprits de l'air, séjournent dans l'air comme nous. Et comme nous, ils sont calcinés par le feu, noyés par l'eau, asphyxiés par la terre. Les esprits de la terre respirent par la terre et sont asphyxiés par l'air, et ainsi de suite. Notez bien ceci qui permettra de comprendre l'univers mystérieux des 4 éléments. Donc les esprits de l'eau sont les nymphes et les ondines. On les trouve dans les océans, les lacs, les rivières ou les sources. Généralement féminins, elles ont une apparence humaine et peuvent communiquer avec nous avec éloquence. Généralement d'une extrême beauté si on a la chance d'en apercevoir ou la malchance, tout dépend quel genre d'esprit on a affaire. Elles sont très séduisantes et sont réputées pour attirer facilement l'homme à elles, grâce à leur charme et à leur chant. Alors ce dernier risque de se noyer, ou bien il est rapporté dans l'histoire le cas d'union entre un homme et une nymphe, mais dans ce cas précis l'homme devra fidélité ou cela causera sa perte. L'homme et la nymphe peuvent procréer, mais la créature issue de cette union peut être difforme, on parlera alors de sirène. On peut aussi rajouter les naïades qui sont généralement près des fontaines, ou bien les nixes, près des marais reculés, mais certainement bien plus sauvages que les 3 dernières. Généralement, ces esprits de l'eau ne souhaitent que se rapprocher de l'homme et ne sont pas malfaisantes, bien au contraire, elles sont même plutôt sensibles. Cependant, il existe d'autres entités vivantes dans les eaux qui sont eux bien plus malfaisants, comme les vivres qui prennent l'apparence d'un dragon ou d'un serpent vivant dans l'eau, tel le Léviathan. Elles sont protectrices d'un lieu énergétique ou tellurique de la Terre. Pour cette dernière, ne vaut mieux pas s'en approcher. Les esprits de l'air, donc sont les sylphes ou les sylvains, et les elfes. Ils sont plus rudes, plus grossiers, plus grands et plus forts que tous les autres esprits, humains compris. Comme les nymphes, ils peuvent s'unir aux hommes, cependant ils ne communiquent pas, étant dépourvus d'organes de la parole. Ils sont timides et leurs apparitions sont très rares et succinctes.
Ils habitent le ciel, les vents, les tempêtes et les nuages. Les elfes, qui sont les moins grossiers des grands esprits de l'air, sont très proches de la nature et aiment le chant et la musique. Les sylphes et les elfes sont bienveillants et peuvent être serviables en nous aidant sans qu'on s'en aperçoive, mais seulement si on respecte leur environnement qui est aussi le nôtre. Comme dans tous les éléments, il y en a des malveillants ou des protecteurs. C'est le cas des harpies, des erailles ou des djinns que l'on trouve au fin fond des déserts. Tous ces êtres peuvent prendre différentes formes, et parmi les plus mystérieux, on trouvera certainement des êtres de toute petite taille, tels un insecte ou une feuille. On les trouve généralement dans des lieux sacrés ou magiques, là où la nature est rayonnante. On aimera alors parler de petites fées, souvent représentées par des lucioles, des libellules ou bien des papillons. Même si le mot fée désigne en réalité l'ensemble des créatures féeriques, son étymologie latine signifie destinée, volonté divine ou encore oracle. Elles seraient donc les gardiennes de la destinée de toutes choses et de leur sort. Il va de soi que l'on a des représentations de fées de taille humaine bien connues, qui ont marqué certains lieux encore magiques de nos jours tels que Morgane, Viviane, Banshee, Urgiel ou même Andenne, Gionne, Bug ou Arash par exemple. Pour certaines bonnes, pour d'autres mauvaises telles des sorcières ou bien des harpies. Les esprits de la terre sont les gnomes et les pygmées. Ils sont petits, au maximum de la taille d'un mi-homme. On les dit hauts comme un poing ou d'une coudée de haut. Ils sont laids, sournois, voleurs, menteurs, craintifs et peu sociables. Ils peuvent faire preuve d'une grande gentillesse autant que d'un vilain esprit de malveillance, de haine et de vengeance. Ils peuvent aider leurs protégés et lui fournir or et assistance en les protégeant ou en les guidant. Ils habitent les entrailles de la terre, les profondeurs souterraines, les grottes, les ruines, les rochers et les dolmens. Ils sont gardiens de grands trésors métaux et minéraux. Contrairement à ce que l'on peut penser, ces esprits sont plus subtils que ceux de l'air et de l'eau, mais ils ont de grandes forces et de grands pouvoirs. Ils travaillent en parallèle avec les génies du feu pour confectionner d'incroyables adaptations à partir des métaux et des minéraux. Parmi les pygmées, selon les régions d'habitat, on peut noter divers esprits de lutin, tels que les korrigans, les léprochaunes, les chloricones ou les farfadets. Ceux-ci sont plus proches des hommes et peuvent parfois hanter de façon positive ou négative une ancienne demeure ou un lieu quelconque, ou même servir certains hommes, par exemple. Les farfadets, eux, sont considérés plutôt comme dangereux et agressifs. Il est compliqué de leur donner une apparence précise, certains peuvent même être apparentés aux nains, ce qui expliquerait leur disparition. Nous en reparlerons un peu plus loin. Les esprits du feu sont les salamandres ou les vulcains. L'élément feu est le plus subtil et le plus mystérieux des quatre. Elles sont semblables aux hommes et pourtant n'en sont pas. On les appelle aussi les hommes de feu. On les apparente à des fantômes ou des mirages, leur forme est grande, mince, sèche. Elles apparaissent le plus souvent sous forme de serpents noirs se tenant verticalement en se contorsionnant dans les feux. Comme les gnomes, ils peuvent servir l'homme, l'aider et le protéger, mais dans la majorité des cas, ces esprits sont dangereux et malfaisants. Si je vous parlais maintenant des géants, des nains des montagnes, des sirènes, etc. Ces créatures n'ont pas été citées dans les éléments à proprement parler, et pour cause, ils ne font partie qu'à moitié d'un élément. Car ils ont été engendrés de façon anormale, ces esprits qu'on nomme bêtes ou créatures sont le fruit d'union qu'on pourrait qualifier de contre-nature, non pas de façon péjorative, mais seulement en termes de constatation. Telle la sirène issue de l'union d'un homme et d'une ondine ou d'une nymphe, certaines connues sous le nom de Vénus ou Mélusine étaient des nymphes semi-humaines. On nota de même Lorin, un nain des montagnes issu d'un accouplement d'un pygmée avec un humain, ou encore les géants semi-humains issus des sylphes tels que Vérone, Hildebrand, Dietrich ou Goliath. Quant aux feux follets, ce sont les rejetons des salamandres, mais leur nature reste complexe. Toutes ces créatures merveilleuses meurent comme les bêtes, se déplacent comme les esprits et se nourrissent comme les hommes. Ils sont tous éternels à l'image de l'homme qui se reproduit et qui perpétue sa génération. Cependant, les géants et les nains des montagnes se sont éteints, sans héritier et ont disparu. Tel un clignement de paupières, ils sont partis et de la même façon ils peuvent un jour réapparaître. Quel que soit l'esprit, pur ou impur, il a un rôle à jouer dans la nature et n'a pas été créé en vain. Il y a des gardiens de la nature pour surveiller toutes choses. Les salamandres qui alimentent les foyers et permettent de façonner et de régénérer la nature, les gnomes et les pygmées qui gardent des trésors enfuis et qui les libèrent petit à petit quand le temps est venu, les sylphes qui surveillent entre autres les gisements de surface mais aussi certains éléments de la nature, et les ondines qui protègent les secrets sous les eaux. La présence d'un esprit de la nature est signe de découverte d'un trésor ou d'un grand secret, que ce soit matériel ou spirituel.
car ils sont souvent à proximité de ces endroits ou de certaines forces et lieux sacrés ou mystérieux. En revanche, il est dit qu'apercevoir un géant, un nain ou une sirène est signe de tragiques événements, de catastrophes ou de grands changements. Il existe encore une multitude de noms pour désigner les esprits de la nature, comme les trolls, les dryades, les gobelins, les diablotins, les sirènes, les riels, les faunes et ainsi de suite. Mais qu'en est-il des centaures, des phénix, des dragons, des licornes, des griffons, des vampires et toutes ces créatures légendaires? Font-elles partie d'un univers fantasmagorique et imaginaire? D'un autre monde? D'un passé oublié? Ou sont-elles d'autres formes d'esprits de la nature? Quoi qu'il en soit, ce monde magique nous berce depuis notre tendre enfance et il serait dommage de l'oublier et de l'effacer de nos mémoires. Car alors, ces êtres seront oubliés et avec eux tout cet univers mystérieux qui nous entoure et pourtant que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons plus. En grandissant, nous avons fermé nos yeux et notre esprit à ce monde magique qui n'est pourtant peut-être pas si éloigné du nôtre, dans une dimension différente à la nôtre et pourtant lié à la nôtre, un monde éloigné du nôtre et pourtant si proche. Chaque élément de notre univers contient un monde fabuleux et réel qui est semblable au nôtre. Nous vivons avec chacun de ces mondes sans même en connaître l'existence. Il est dit que, pour les voir, il faut un cœur pur d'enfant, innocent et plein d'amour. Car il faut croire en la simplicité et suivre nos instincts, écouter notre cœur et non constamment notre cerveau, suivre l'étoile sans oublier de regarder nos pas. La croyance est un esprit d'ouverture. Sans cet esprit d'ouverture, il nous sera impossible d'apercevoir ne serait-ce qu'une partie infime de ce monde qui vit autour de nous, parmi nous, avec nous et pourtant éloigné des hommes. Il faut donc avoir un esprit d'ouverture à ce monde, à ces créatures pour les percevoir. Mais cet esprit d'ouverture doit devenir constant au cours de notre existence. On doit s'ouvrir à l'idée que des entités invisibles se promènent autour de nous et qu'on a la possibilité de les voir si on le souhaite vraiment. Pour voir, il faut percer ce voile qui nous aveugle. Pour voir, il faut croire.